Jusqu'à 15h, Jacques Pradel sur RTL, l'heure du crime. Et bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver. C'est une nouvelle édition de l'heure du crime, une émission qui a été préparée bien sûr comme chaque jour par Perrine Suquet avec Charlotte Méritance et Philippe Duval qui est à la réalisation technique de cette émission consacrée au maître de la terreur. Alors l'expression n'est pas de moi, c'est le titre du livre que mon invité Patrick Pénaud vient de publier aux éditions Presse de la Cité. Bonjour Patrick Pénaud. Bonjour Jacques. Et merci d'avoir accepté notre invitation parce que un plaisir. Effectivement, oui. Alors pour vous, c'est un plaisir, pour moi aussi. Le contenu du livre est absolument glaçant. On en parlait juste avant les infos avec Christelle Rebière et Vincent Parisot, c'est-à-dire que c'est extrêmement difficile dans l'échelle du crime de faire une sorte de hit parade morbide comme ça, mais à travers toutes les époques et à travers tous les pays, et encore aujourd'hui, il y a des gens qui sont vraiment des sortes d'industriels du crime, quoi. Ben oui, et ça continue. Regardez Daesh, Al-Baghdadi, c'est un. Oui. Bon, il n'est pas dans le livre, mais il sera peut-être dans le prochain. Oui, mais dans le livre, vous avez voulu aussi faire découvrir un certain ou rappeler à la génération actuelle l'existence de gens dont nous allons parler tout à l'heure. Quel est alors, ce sont des gens, des hommes ou des femmes, hein. D'ailleurs, on en parlera des femmes aussi. Il y a des femmes, de pouvoir, c'est ça. Oui, c'était comment dirais-je, ce qui m'a permis de trier parmi tous ces monstres, c'était cela. C'est-à-dire que c'est des gens qui avaient tous exercé à un moment ou un autre le pouvoir. Donc, et aussi le pouvoir de tuer. Voilà, bien sûr. De faire bien tuer. Sûr. Alors certains ont un certain goût pour ça, incontestablement, quoi. Et d'autres, en fait, sont très cyniques, très froids, et ils trucident tous ceux qui se mettent en travers de leur route, quoi. Exactement, mais comment faire la différence ? Est-on plus coupable d'avoir tué 2 personnes que 20 millions ou 500 000 comme le premier personnage dont je voudrais qu'on commence à parler tout de suite, Idi Amin Dada. Alors, Idi Amin Dada, c'était un colosse. 1m90 et pas loin de plus de 100 kilos. Ouais, plus de 100 kilos, qui est un pur produit de la civilisation, du colonialisme anglais, on va dire ça. Alors parlez-nous de son pays. On a dit, les Anglais disaient splendid shape. Ouais. Son pays, c'est l'Ouganda. Oui, on l'appelait Big Daddy d'ailleurs aussi. Big Daddy, oui. Ça fait sympa comme ça. Mais vous savez pourquoi on l'appelait Dada ? Oui, mais allez-y. Parce que il avait l'habitude, sous la tente où il vivait quand il était militaire, il avait l'habitude d'y accueillir 2 femmes, ce qui était formellement interdit par le règlement. Une à la rigueur, bon, mais 2, non, c'était choquant. Alors quand un sergent passait le nez sous la tente, il lui a dit alors, c'est Dada, c'est ma sœur. Alors, il faut dire que c'est un personnage qui est vous le dites, vous l'écrivez, un bouffon sanguinaire. C'est quelqu'un d'ailleurs qui a largement alimenté le racisme anti-africain de la période post-coloniale, quoi. Parce que il s'était proclamé roi d'Écosse. Oui, à la fin de sa vie, quoi. Voilà, d'accord. Enfin, il a mis le temps, mais il l'a fait quand même. Et de temps en temps, il se baladait, c'est vrai, ça, dans la capitale de l'Ouganda, en chaise à porteur, porté par 4 diplomates blancs. Exactement. C'était une façon pour lui de critiquer le colonialisme, de le ridiculiser, parce qu'il faut pas oublier. Nous, on a, un regard d'occidentaux. Mais pour l'Afrique, à un moment donné, il a été une icône. Idi Amin Dada a été une icône, un héros, le héros de l'anticolonialisme, et c'est pour ça. Soyons francs, que pendant si longtemps, on a voulu ignorer ces crimes innombrables. Alors, le bilan est terrible, 8 ans de pouvoir, 8 années de dictature, 500 000 morts au compteur, quand même. Oui, enfin, à partir de ce chiffre, on ne compte plus, si j'ose dire. Mais c'est épouvantable, parce que, il suffisait de lui déplaire pour être immédiatement assassiné. Alors, quand on disait, Patrick Pénaud, que c'est un pur produit du colonialisme anglais, effectivement, l'Ouganda était une colonie anglaise, et il va faire toutes ses armes, il va prendre l'ascenseur, non pas social là, mais militaire, et c'est un militaire respecté, apprécié par ses supérieurs, et qui passe de grade en grade. Dans les troupes coloniales. Ouais. Alors, jusqu'à un certain niveau, c'est-à-dire qu'il va devenir, au sommet, je veux dire, de son élévation dans l'armée, il va devenir Effendi. Effendi, c'est
une sorte de sous-lieutenant. Ouais. Et après, c'est fermé pour lui. Tant que la colonisation va durer, c'est fini. Il a atteint le sommet. On ne permettra jamais à un noir d'aller au-dessus. Et ça, il va en concevoir une haine pour le colonisateur qui va expliquer beaucoup de choses après. De la même façon que vous dites, il est dans l'équipe de rugby aussi militaire. Mais la troisième mi-temps, il n'a pas le droit d'y aller. Voilà, il brille pendant les 2 mi-temps, mais la troisième mi-temps où on va s'arsouiller dans le bar du coin, elle lui est refusée parce qu'il est noir. Interdit aux noirs. Ouais. Voilà. Alors, ce personnage, donc, il a ce côté à la fois bon enfant, impressionnant quand même, hein, ce géant. Boxeur aussi. Hein. Et boxeur, effectivement. Et en fait, c'est au moment où la décolonisation va avoir lieu qu'il va se placer astucieusement dans les allées du nouveau pouvoir, quoi. Et avec l'assentiment de l'ancien colonisateur qui continue malgré tout à manipuler ses pions en Ouganda. Donc on se dit à Londres que au fond, mieux vaut avoir ce type à la tête des armées ougandaises, parce qu'on sait comment le manipuler, qu'un autre qui va provoquer les troubles, qui va, en gros, nous embêter. Oui, voilà. Donc, il va être propulsé à la tête des armées ougandaises, puis après à la tête du pays, carrément, avec l'appui des puissances occidentales et d'Israël. Alors ça, c'est important, il faut dire un mot, parce que tout le monde a en tête, après le raid d'Entebbe, avec cet avion qui s'est posé avec des terroristes palestiniens qui ont pris en otage des passagers d'un avion d'Air France. Mais le principe des passagers, donc l'essentiel des passagers, étaient des Israéliens qui rentraient chez eux. Israël a joué quel rôle là-dedans au départ, alors ? Au départ, Israël a été parmi les 2 puissances, ou les 3 puissances si on compte Londres, donc Washington, Tel Aviv, qui vont pousser Idi Amin Dada au pouvoir. Pourquoi ? Parce que les présidents de l'Ouganda, Milton Obote, qui a viré le roi, se rapprochent de plus en plus de l'Est. Ouais. Donc c'est de la géopolitique. Et des pays arabes. D'accord. Il ne faut pas oublier que l'Ouganda, au nord, il y a le Soudan, hein, bien sûr. et il y a des pays musulmans un peu partout, donc, et l'Égypte. Donc Israël a très peur que l'Ouganda bascule dans le camp de l'islam. Et Israël va donc pousser la candidature d'Idi Amin Dada à la tête du pays, et avec les États-Unis. Et c'est ainsi qu'Israël va faire Idi Amin Dada. Il va même faire ils vont le former en Israël. Il va aller suivre des stages. Donc c'est le meilleur ami, pendant un moment en tout cas, c'est le meilleur ami d'Israël. Alors, jusqu'à présent, là, on parle pas d'exaction, quoique, en tant que militaire, il a déjà une certaine expérience. Dans la lutte coloniale, d'ailleurs. Il a pas hésité à massacrer les Mao Mao au Kenya, enfin bon, j'en passe, c'est les meilleurs. Voilà, avec des choses terribles. Oui, parce que une technique d'interrogatoire. Oui, quand il avait quelqu'un en face de lui qui lui résistait un peu, il lui disait mets ton pénis sur un billot ou sur la table, et si tu ne parles pas, hop, un coup de machette, et il n'y en a plus. Oui, il obtenait beaucoup d'aveux, quoi, il faut dire. Alors, on va continuer à raconter l'histoire de cet homme, mais d'abord, je voudrais qu'on entende un premier document RTL. Il s'agit du témoignage de Huguette de Bézieux. Alors, Huguette de Bézieux, elle a fait beaucoup de choses dans sa vie, mais elle a été un temps l'assistante du cinéaste Barbet Schroeder. Or, Barbet Schroeder avait longuement interviewé en sa présence Amin Dada pour un film dont on dira un petit mot tout à l'heure, oui, qui était en fait une sorte d'autobiographie, d'autoportrait d'Amin Dada, sa vie, son œuvre, mais par lui-même. Et Huguette de Bézieux, le 18 février 1977, c'est-à-dire au moment où il y a beaucoup de troubles en Ouganda, témoigne sur RTL au micro de Christian Mallard. Elle tire en fait le portrait du dictateur. Écoutez.
certain que Idi Amin Dada est un homme plein de contradictions. Moi, je l'ai ressenti quand j'étais là-bas comme à la fois candide et roué, bonhomme et cruel, lucide et mégalomane. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'à chaque fois, j'avais l'impression que ses réactions étaient totalement imprévisibles. Alors, en ce qui concerne ce complot, ce qui est sûr aussi, c'est qu'il a la névrose des complots. Il a eu l'impression que, à différentes reprises, l'Inde, la Zambie, Israël, l'Afrique du Sud ourdissaient des complots contre lui et l'Ouganda, et que tous ces pays étaient prêts à attaquer avec des bombardiers l'Ouganda et à le détruire. Mais de son côté, il a certainement aussi beaucoup de choses sur la conscience. C'est quand même l'homme qui a, en moins de 3 mois, expulsé 80 000 Indiens, qui a réduit à néant l'intelligentsia de son pays. On lui doit certainement aussi l'exécution du président de la Cour suprême qu'on a retrouvé un jour flottant sur le Nil. Tout ça, évidemment, ne prêche pas tellement en sa faveur, mais avec Idi Amin Dada, les choses ne sont jamais ordinaires. Il prétend, il affirme que tout lui est commandé par Dieu. Alors il est certain que partant de ce principe, si Amin Dada affirme que Dieu lui a commandé de bouter les chrétiens hors d'Ouganda, il peut se passer des choses peut-être très graves en Ouganda dans les jours qui viennent. Alors, le film de Barbet Schroeder s'intitulait Général Idi Amin Dada, autoportrait. Il avait été tourné en 1974. Alors, il est sorti en 1974, ce film. Et à la sortie du film en salle, Idi Amin Dada a exigé 2 minutes de coupure, parce qu'il était plus d'accord avec ce qu'il avait dit. Et il est allé jusqu'à tenir en otage des ressortissants français dans un hôtel là-bas pour obtenir satisfaction. On va faire une pause dans cette émission et on va pas se détendre, on va continuer à parler de la vie de cet homme et de bien d'autres avec mon invité Patrick Pénaud. Jusqu'à 15h, Jacques Pradel sur RTL. L'heure du crime. Et à la une de l'heure du crime aujourd'hui, les maîtres de la terreur. C'est le titre du livre que Patrick Pénaud, mon invité, publie aux presses de la Cité. Frédégonde, Attila, Ivan le Terrible, Qin Shi Huang, on vous dira tout à l'heure qui c'est, Abdulhamid II, Himmler, Pol Pot, Idi Amin Dada, bien sûr, dont on parle, et bien d'autres. Kadhafi aussi, qui faisait, je disais très rapidement tout à l'heure, il faisait diffuser à la télévision les exécutions publiques déjà, mais quand même à la télé de ses opposants, quoi. Bon. Alors là, on était avec Idi Amin Dada. On va continuer à raconter son histoire parce que le mérite de ce livre, évidemment. Moi qui vous connais, je sais que vous n'êtes pas quelqu'un de sanguinaire et que vous n'êtes pas quelqu'un de macabre et que vous n'avez pas pris de plaisir à raconter des horreurs. Vous racontez les faits, bien sûr, vous êtes journaliste, mais en même temps, vous remettez chaque histoire, chaque personnage dans son époque, dans un contexte un peu comme celui, effectivement, d'Idi Amin Dada, qui a été, en quelque sorte, quand même une créature de l'Angleterre et d'Israël avant de voler, si j'ose dire, après de ses propres ailes. Alors, on va écouter un autre document RTL qui remonte à la même année, 1977, mars 1977, parce que c'est là qu'il y a des tueries vraiment terribles, parce que les chrétiens ougandais sont persécutés par Amin Dada et ils essayent de fuir dans les pays voisins et les armées de Idi Amin Dada les poursuivent dans ces pays, notamment au Kenya. Alors, écoutez, ce qu'on va entendre, ce sont des témoignages de trois hommes, 3 victimes de ce système qui ont raconté les massacres perpétrés par Amin Dada. C'était au micro de Christian Mallard sur RTL. What was inside there was something horrible. They say like killings. Ce que j'ai vu à l'intérieur de la prison est horrible. J'ai assisté à des tueries, j'ai vu des gens se faire étrangler et autour de moi d'autres se faire fracasser la tête à coups de marteau. J'ai vu aussi des groupes de détenus arriver à la prison en pleurant. Puis tout à coup, le silence complet, la mort. Quelques minutes après, des camions arrivent pour charger des cadavres. Ce sont surtout les chrétiens appartenant aux 2 tribus, Ankoli et Langui, qui sont visés, parce que l'archevêque Louhoum était leur chef spirituel. Est-il vrai qu'Amin a massacré aussi des membres de sa famille ? Oui, c'est vrai. Il a même tué sa femme Kai et a découpé son corps en morceaux, parce que, a-t-il dit, ses idées sont contraires aux miennes. D'après vous, combien d'Ougandais ont été massacrés jusqu'alors ?
En 6 ans, depuis qu'Amin est au pouvoir, on peut dire que plus d'1,5 million ont trouvé la mort. Voilà, 500 000 personnes en 6 ans. 2 ans avant, il était président de l'OUA, l'Organisation de l'Unité africaine. Il a été élu par ses pairs africains assez facilement et au cours d'une cérémonie grandiose où il s'est mis en scène comme d'habitude parce qu'il était assez fier de lui-même. Mais alors, après, il y a eu une accélération dans l'horreur qui fait que tout le monde s'est un peu réveillé et que, justement... Ça a été long, quand même. Balayé, 8 ans au total. Mais c'est quoi cette histoire de crocodile aussi? C'est une rumeur, une légende urbaine ou une réalité? Il y a eu... Oui, il faut faire la part de la légende. Parce que on prétendait en Ouganda, à Kampala, que lorsque il y avait des pannes d'électricité dans la ville, c'était parce que les cadavres des opposants avaient été jetés dans le fleuve et avaient obstrué les turbines. Les crocodiles étaient tellement bien nourris que ceux-là, ils les avaient pas mangés. C'est ça qu'on disait. Ils ne pouvaient pas tout bouffer, les crocodiles. C'est ça. Et on disait donc c'était des corps humains. Il restait des corps et ça obstruait les turbines. Il n'y avait plus d'électricité en Kampala. Bon. C'est sans doute le fruit d'une exagération certaine. Mais, on vient d'en parler là, à l'instant, là, il est vrai qu'on a retrouvé l'épouse démembrée d'Idi Amin Dada dans le fleuve. Donc, les crocodiles étaient peut-être coupables, et bien plus sûrement Idi Amin Dada. Alors, encore un mot juste, après on va passer à d'autres personnages de cette sinistre galerie de portraits. Une question, je peux pas ne pas vous la poser. Est-ce que ce type était fou? Alors on l'a supposé. Il y en a même qui ont émis l'hypothèse d'une atteinte causée par la syphilis. Une atteinte neurologique qui fait partie de... Mais ce qui me fait douter, moi, c'est que Idi Amin Dada, après avoir été renversé du pouvoir en Ouganda, a quand même encore vécu jusqu'en 2003. Eh oui. Il est mort dans son lit. Réfugié en Arabie Saoudite, traité comme un prince par les Saoudiens. Ouais. Et si ça avait été une atteinte syphilitique, à mon avis, ça n'aurait pas duré aussi longtemps. Maupassant est mort à 40 ans. Donc... D'accord, donc merci de la réponse. Ça n'est pas une circonstance atténuante. Une pause tout de suite, et puis on se retrouve avec Patrick Pénaud. Et là, on va parler d'un véritable industriel du crime, l'inventeur de la solution finale, un certain Heinrich Himmler. Jusqu'à 15h, Jacques Pradel sur RTL, l'heure du crime. Et l'invité de l'heure du crime aujourd'hui, le journaliste Patrick Pénaud, qui publie donc aux presses de la Cité cette galerie de portraits extraordinaires, les maîtres de la terreur, des hommes, des femmes de pouvoir qui ont utilisé le crime comme levier, comme instrument de pouvoir. Il y en a à la fois pour le conquérir et le garder. Voilà. Alors, il y en a plein, vous le dites au début de votre livre, Patrick Pénaud, qui auraient eu leur place largement, et que vous n'avez pas mis parce que Hitler bien sûr, Staline, enfin, et les autres, Mao. Mais il y a cet homme que vous qualifiez de cette formule, puisque c'est le titre du chapitre que vous lui consacrez, un assassin si tranquille. Mais oui, parce que physiquement, c'est un homme banal. Pas beau, pas très beau, bigleux, petit, visage ingrat. Il s'agit de Heinrich Himmler, bien sûr. Ouais, l'homme qui va faire assassiner quelques 6 millions de personnes au moins, au minimum. Donc voilà, ce type n'a pas la bouille d'un assassin, mais ça va être un assassin industriel. Et c'est ça qui est étonnant. D'autant qu'il vient d'un... Comment dirais-je, tout est banal chez lui. C'est fou. Ça sera un élève banal, ce sera un enfant banal, ce sera un politicard banal. Au fond, ce qui aurait pu lui arriver de mieux, c'est d'être éleveur de poules.
comme il l'a été. Oui, parce qu'il était obsédé par le retour à la terre. Il était obsédé par deux choses, l'antisémitisme d'un côté et l'agronomie et le retour à la terre. Le retour à la terre, c'est une de ses grandes idées, une de ses lubies aussi, parce que on va le voir, il va développer une espèce de mystique complètement folle. Païenne, il va essayer d'imposer ça au sein du Troisième Reich. Alors donc c'est quelqu'un d'apparemment insignifiant. C'est un bureaucrate. C'est pas grand-chose. Et pourtant, ce type va réussir à s'incruster auprès de Hitler, pratiquement dès l'ascension de Hitler à la chancellerie, et il va devenir un homme indispensable. Le fidèle à une riche, disait c'est Clemenceau, non sans un certain mépris, parce qu'ils comprenaient pas eux non plus. C'est un type qui était pas très grand. Non. Il va décider que pour rentrer dans la SS, il faut faire 1m80 et être blond évidemment, et on va aller voir jusqu'à la 3e ou 4e génération s'il n'y a pas de sang impur, etc. Il est chétif. Et par exemple, lui qui est un apôtre du retour à la terre, il est incapable de travailler la terre. D'ailleurs, il va essayer, puis il fait pratiquement faillite avec son histoire de volaille, d'ailleurs. Oui, donc c'est ça qui est extraordinaire. Et donc ce petit homme, et c'est pas forcément péjoratif, va peu à peu s'imposer comme ça et devenir l'âme damnée du Führer. Et pourtant, il va être l'homme le plus puissant d'Allemagne après Hitler. Ben oui, parce qu'il a en main tous les pouvoirs coercitifs, la police, la SS, les camps d'extermination et de concentration, la Gestapo, bien sûr. Donc il a tout en main. Et pourtant, on ne peut pas dire que Hitler lui a fait entièrement confiance. Ça a toujours eu une certaine distance entre eux. Ça n'a jamais été un de ses intimes, comme un Goebbels, par exemple. Goebbels détestait Himmler, vous dites. Se haïssait. Ils s'étaient rencontrés. Mais à l'intérieur du Troisième Reich, on se haïssait pas mal. Et alors... donc c'est une énigme. On ne comprend pas comment que ce soit cet homme-là, qui a apparemment un souci d'organisation, parce que la SS, il va en faire quelque chose de terrible, alors que les SA, les sections d'assaut, sont beaucoup plus nombreuses, et il va faire cette espèce de garde prétorienne autour d'Hitler, en gros. Oui, c'est ça, son idée géniale, entre guillemets, c'est ça, c'est-à-dire d'offrir à Hitler une arme, la SS, entièrement dévouée à sa protection. Parce que c'est ça l'origine de la SS. Alors, il y a cette ascension fulgurante, oui, même si elle met plusieurs années, mais il accompagne Hitler dans ses meetings, il est là quand il sort de prison après avoir écrit Mein Kampf, il est là quand il y a la nuit des longs couteaux, il est là quand il y a la nuit de cristal, il est là partout au grand moment du Reich. Et puis alors, la guerre, finalement, c'est presque un terrain de jeu, parce qu'il va pouvoir mettre ses idées à l'épreuve de la réalité. Oui, exactement. Alors, c'est que deux idées sous-tendent sa philosophie, entre guillemets. C'est d'abord l'idée que les Allemands n'ont pas assez de place, donc il faut qu'ils conquièrent des territoires, essentiellement à l'Est, pour que tous les Allemands, ethniquement allemands, puissent avoir de la place pour vivre. Et la deuxième idée, forcément, c'est qu'il y a un certain nombre de sous-peuples à éliminer, à commencer par les Juifs. Ça, c'est les deux idées qui vont, qui vont complètement, pas incarner, mais qui vont complètement faire la politique de Himmler. Alors, ce qui est terrible là-dedans, et d'ailleurs, c'est pas une découverte, parce que Claude Lanzmann l'avait souligné dans son film Shoah, dont le but était de montrer que tout ça c'était pas fait par hasard, que c'était pas des exactions dues à ce qui se passait dans le moment, mais qu'il y avait un vrai plan de destruction de masse d'un peuple. Et vous le racontez, à partir de 43, il a testé les chambres à gaz. C'était des camions au départ. Au départ, les camions, c'est les gaz d'échappement qui parviennent à l'intérieur de la cabine fermée
Oui. Où on a enfermé, pour commencer, des malades mentaux. Mais c'est pas assez industriellement, ça va pas assez vite. Voilà. Donc après, il faudrait beaucoup de camions. Enfin, voilà, donc après, il faut trouver des méthodes plus modernes, plus pour exterminer massivement les Juifs. Voilà. Et les Juifs, donc, pas que les Juifs d'ailleurs. Tous les camps d'extermination qui étaient c'était son plan aussi. Et vous dites en 43, il va à Auschwitz. Et il va assister, on va lui faire, c'est une journée porte ouverte à Auschwitz, et il assiste à l'exécution d'un certain nombre de personnes qui viennent tout juste d'arriver, je crois, des Juifs hollandais. Hollandais, oui. Et c'est là où il a un côté, oui, mais bon sang, mais c'est bien sûr, ça va pas assez vite, c'est trop compliqué. Ça va pas assez vite, et avec tous ces cas-là, on va laisser des traces. Déjà, il a ça dans la tête, c'est-à-dire qu'il faut que ces morts restent morts à jamais, c'est-à-dire disparaissent, que leur corps disparaisse, parce que c'est ça l'important. Et il va, même au cours d'une conférence... D'où les chambres à gaz, hein, c'est oui, ça, exactement, d'où les chambres oui. à gaz. Oui, parce qu'auparavant, c'était les Einsatzgruppen, c'était la Shoah par balle. Mais la Shoah par balle, c'était... Alors, ça avait deux défauts, selon Himmler. C'était d'abord c'était coûteux parce que les munitions ça coûte cher, et puis ça mettait à mal la sensibilité des exécuteurs. Oui. Voilà. Ouais. Hein, les pauvres SS ou les pauvres officiers de la Wehrmacht, parce qu'il faut oublier que la Wehrmacht a été aussi impliquée dans ces tueries. Ça les met, voilà. J'avais du mal à trouver le sommeil. Il fallait les faire picoler un peu. Hein, voilà. Bon, alors. Et donc on arrive au gaz. Ouais. Hein, et alors, quand il arrive à Auschwitz, il voit ce qui se passe, et il dit, mais les corps, il faut se débarrasser des corps, donc il faut les brûler. Ouais. Et c'est comme ça qu'on va installer des incinérateurs à Auschwitz et dans les autres... et il va dire quelque chose d'épouvantable au cours d'une conférence. Il va dire, voilà, est-ce qu'on a le droit... Il est sérieux. Hein. Est-ce qu'on a le droit... Une conférence là à Wannsee, non? Devant des SS. Est-ce qu'on a le droit de tuer les femmes et les enfants? Ah non, c'est pas moral. Mais si on les laisse vivre, ils vont se reproduire et ils vont se venger. Ils vont se venger sur nos enfants. Donc il faut les exterminer. Voilà. Quand on dit glaçant, là, je crois qu'on a tous le frisson. Une pause, et puis on va encore ajouter une petite pierre au portrait sinistre de Himmler. Jacques Pradel sur RTL, l'heure du crime. On parlait de Heinrich Himmler, donc le concepteur, l'organisateur de la solution finale, qui, il faut le dire d'ailleurs, Patrick Pénaud, alors lui, il va pas mourir dans son lit, mais il va se suicider, hein, en fait. Oui, il est... Après avoir essayé de trahir Hitler... Oui, en proposant aux Alliés, aux Américains d'abord. Il est complètement en dehors du coup. Ouais. C'est-à-dire qu'il va essayer de négocier avec les Alliés, par l'intermédiaire d'un Juif d'ailleurs, un représentant de la communauté juive, qui vient exprès en avion à Berlin. Et à qui il dit une phrase surréaliste que vous citez. Mais il est temps, allez, maintenant, nous les nazis et vous les Juifs, il est temps de faire la paix. Voilà. Hein, c'est pas le, voilà. Il dit, je vous promets, ça se passe fin avril 1945. Hein. 45, pardon. Oui, donc il dit, voilà, et d'ailleurs, je vous promets, plus aucun Juif ne fera l'objet d'exactions. C'est quand même extraordinaire. Donc là, il est complètement en dehors de la réalité. Ouais. Et alors, il va être reconnu, je crois, par un sergent il fuit, américain. Hein. Il fuit parce qu'il sait bien que on lui fera pas de cadeau. Ouais. C'est quand même un des plus grands criminels de la Seconde Guerre mondiale et peut-être même de l'histoire. Donc alors, il fuit avec quelques-uns de ses fidèles. Et puis, comme il est bigleux, hein, et c'est presque sa marque. Voilà. Et donc un soldat américain va... On le reconnaît grâce à ses lunettes. Ouais. Et alors, il est interpellé par des soldats américains. Il nie être Hitler. Mais bon, le sergent qui l'a arrêté, lui, est sûr que c'est bien Himmler. Ouais. Et il appelle un dentiste pour observer sa bouche, parce qu'on sait bien que les nazis avaient des capsules de cyanure pour se suicider. Donc le dentiste lui dit, ouvrez la bouche, et crac, il croque sa capsule de cyanure, et donc
Il échappe au tribunal de l'histoire. Voilà. Alors on va entendre ce document auquel je faisais allusion il y a un petit instant. C'est un document RTL qui remonte au 10 mai 1969. Alors la raison, c'est parce que ce mois de mai 1969 voit la publication d'un livre dont on va beaucoup parler à l'époque. Il est signé d'un certain Helmut Heiber qui publie Himmler au sans visage, un livre qui contient 387 lettres écrites par Himmler ou reçues par Himmler. On est donc dans l'intimité du personnage et c'est une sorte d'autoportrait à travers les lettres. Et ici, à la rédaction d'RTL, il y a un monsieur qu'on respecte, vous et moi, qui est une véritable icône du journalisme, Georges Walter. Et grand journaliste. Voilà. Et Georges Walter a feuilleté le livre pour RTL. Himmler, petit bourgeois myope, serait un personnage banal au reste si sa rencontre avec Hitler ne l'avait placé à la tête de l'ordre noir des SS. Cet amateur d'agriculture et de génétique aurait peut-être fait des expériences d'hybridation dans son jardin sur les plantes si les camps de concentration ne lui avaient pas offert un champ d'expérimentation inespéré sur les humains. À dater du 31 décembre 1942, écrit Himmler, il ne devra plus se trouver une seule personne d'origine juive dans le gouvernement général de Pologne. Toutes devront avoir été rassemblées dans les camps. Mais s'il est question de main-d'œuvre, d'une façon précise et économique, il est aussi question, dans une lettre du sous-ordre de Himmler Brandt, des études entreprises au camp de Ravensbrück afin de procéder à la stérilisation des femmes juives. Note à laquelle l'honorable Dr Klauberg répond que ces recherches se poursuivent assidûment et qu'au rythme où elles se développent, il se fait fort d'être bientôt capable de stériliser 1000 personnes par jour. Ces documents figurent parmi les lettres de Himmler où l'on trouve une instruction comme celle-ci de la main du Reichsführer Himmler à adresser à Kaltenbrunner. Voyez, dit-il, s'il vous est possible de réaliser un émetteur de radio purement antisémite en direction de l'Angleterre et de l'Amérique. En outre, écrit-il, il faudra enrôler immédiatement des gens qui suivront les chroniques judiciaires et les communiqués de la police signalant la disparition d'un enfant. Ainsi, notre émetteur pourra diffuser qu'un enfant a disparu à tel endroit, à tel moment, et qu'il s'agit probablement d'un meurtre rituel juif. Voilà, sans commentaire, hein, je vous renvoie pour d'autres détails au livre de Patrick Pénaud. On fait une pause tout de suite et puis on va retourner en Afrique. Mais malheureusement, c'est aujourd'hui, et c'est un homme qui est recherché par le tribunal pénal international, sans succès pour l'instant. C'est Joseph Kony qui enrôle dans plusieurs pays d'Afrique des enfants soldats. Jacques Pradel sur RTL, l'heure du crime. Nous sommes toujours en compagnie de Patrick Pénaud, mon invité. Patrick Pénaud, nous l'avons invité pour son livre Les Maîtres de la Terreur, qui vient de sortir aux presses de la Cité. C'est un livre, un document où vous revisitez l'histoire, si j'ose dire, par son plus mauvais côté. C'est celui de ces dictateurs sanguinaires qui utilisent le crime et parfois le crime de masse pour asseoir leur pouvoir ou pour se maintenir au pouvoir. Alors on se dit là, on est allé très loin déjà, où est-ce qu'ils vont bien pouvoir aller ? Eh ben, on va parler d'un certain Joseph Kony, le leader illuminé de l'armée de résistance du Seigneur. C'est un homme qui est toujours recherché, on le disait tout à l'heure, par la Cour pénale internationale. En fait, depuis les années 90, il a fondé ce groupe rebelle. Vous nous direz tout à l'heure un petit peu comment on en est arrivé comment cet homme en est arrivé à obtenir ce statut actuel. Son groupe armé, il l'a appelé l'armée de résistance du Seigneur, et en fait, il procède surtout à des enlèvements d'enfants pour en faire des soldats ou des esclaves sexuels. Et on en parle depuis très longtemps. On va entendre un document RTL qui remonte au 17 février 2002, parce que on constate cette année-là que ces kidnappings d'enfants sont devenus un fléau dans toute l'Afrique. Écoutez la synthèse qu'en donnait sur notre antenne Pierre Julien.
L'année dernière, l'UNICEF a réussi, grâce à un pont aérien, à sauver 3000 enfants soldats qui combattaient au Sud-Soudan. Ils ont reçu des soins et ont pu se réhabituer à la paix dans des zones plus tranquilles. Mais les difficultés sont multiples en raison du manque de moyens financiers, comme au Libéria, où le programme de démilitarisation a échoué, laissant des gamins les yeux encore pleins d'images de massacres et de viols livrés à eux-mêmes. Ils ont entre 6 et 15 ans, bardés de M16 ou de Kalachnikov. Ils servent aussi bien d'espions, de courriers. Et quant aux filles, Paul Vergara, porte-parole de l'UNICEF. Les filles, souvent très jeunes, hélas, sont entre guillemets les femmes des combattantes ou en fait des esclaves sexuels. Si la situation s'améliore en Amérique latine, l'Afrique est vraiment le théâtre d'horreur au quotidien. C'est le cas en Ouganda où l'armée de résistance du Seigneur, qui lutte contre le gouvernement central à Kampala et qui se spécialise donc dans l'enlèvement d'enfants, s'assure que l'enfant ne pourra pas rentrer dans le village en laissant une personne vivant et en s'assurant aussi que l'enfant a tué quelqu'un de la communauté, quelquefois ses parents. Alors en Sierra Leone, le conflit s'est terminé il y a quelques semaines et là, beaucoup de ces enfants ont les initiales RUF, donc le Front Révolutionnaire Uni, gravé sur la poitrine, si bien qu'il est très difficile pour ces enfants de rentrer chez eux parce qu'ils savent qu'ils vont être massacrés par les populations dès qu'on saura qu'ils ont été membres des forces rebelles. Alors Patrick Pénaud, vous l'appelez cet homme le prophète de la guerre magique. Il se fait prendre pour un guérisseur et je sais pas, il enduit, c'est un gourou quoi. Ouais. Et il dit qu'avec certaines formules magiques, on peut éviter les balles des ennemis. Racontez-nous le parcours incroyable de cet homme. Au départ, c'est un pauvre type et qui essaie de faire son trou dans un pays qui vient de subir Idi Amin Dada, qui est dirigé par un certain Museveni, qui est toujours au pouvoir, qui va peu à peu sombrer dans la dictature. Donc le pays est encore très misérable et a subi donc beaucoup d'horreurs. Et se dresse là, contre le gouvernement central de Kampala, donc contre Museveni, une femme, Alice, Lakwena. Lakwena, ça veut dire, dans la langue locale, l'Esprit Saint, etc. Donc cette femme... Une sorte de Jeanne d'Arc hard. C'est une Jeanne d'Arc du XXe siècle. Ouais, gore, quoi, la Jeanne d'Arc. Et qui va amasser autour d'elle un certain nombre de gens qui croient en son pouvoir, parce que elle est sincèrement persuadée qu'elle représente, qu'elle est la représentante de Dieu sur terre, hein, du Dieu chrétien. Encore que ça soit un peu mélangé de croyances animistes, enfin peu importe. Donc elle est persuadée qu'elle va renverser le gouvernement. Alors elle dit aux gens qui vont combattre avec elle, des va-nu-pieds pour la peur de rien, elle va dire, vous ne craignez rien parce que moi j'ai les formules pour que vous évitiez le mal. Vous serez invulnérable. Voilà. Et puis elle va mourir. Alors elle va mourir. Oui, non mais attendez, avant. Oui. Non, elle va pas mourir tout de suite. Avant. Elle va remporter des victoires contre le pouvoir central. Et puis, un beau jour, Museveni va se fâcher, et puis il va envoyer une véritable armée devant ces va-nu-pieds mal armés de Lakwena, et ça va être le massacre. Donc, mais... Et elle va s'exiler, elle va mourir quelque temps après, je crois, en Tanzanie. Oui, mais Kony va profiter de ça, parce qu'on la voit pas, mais il veut pas que les gens sachent qu'elle est morte, en fait. Exactement. Ouais. Donc lui, il va dire, je suis Lakwena ressuscité, en quelque sorte. Voilà. Et j'ai hérité de ses pouvoirs. Et mais lui, alors que cette pauvre Alice... elle était peut-être un peu dérangée, mais enfin, c'était pas une meurtrière. Lui, Kony va user des pires méthodes pour asseoir son pouvoir sur la petite armée qu'il va peu à peu constituer. Ouais. Et il va user alors des pires moyens pour justement consolider son pouvoir, l'accroître. Et transformer des enfants en machines à tuer, quoi. Exactement, exactement, parce que au départ, c'est pas son but. Mais rapidement, face à l'armée ougandaise, il va perdre peu à peu ses soldats. Oui. Donc il lui faut reconstituer son armée de briques et de broc. Donc il va enlever des enfants. C'est-à-dire que ces gens vont aller dans des villages, et là, ils raflent tous les enfants. Et si les parents protestent, ils sont tués. D'accord. Donc ces enfants sont enlevés. C'est à partir de 8 ans. Hein, oui, à partir du moment épouvantable. Où on peut à peine tenir une Kalachnikov dans les mains, quoi. Ouais. Ces enfants donc sont emmenés dans des camps
pour s'assurer de leur coopération, si j'ose dire, on les oblige à tuer. Et à tuer souvent quelqu'un de leur famille, un parent, un ami. Pour donc leur couper toute possibilité de... Ils sont criminalisés, ils sont à jamais en son pouvoir. Quant aux filles, je vous laisse imaginer ce qu'elles deviennent dans les mains de ces forcenés. Et alors ce type-là continue à sévir, il est, vous dites, du côté de la Centrafrique peut-être? Oui, enfin en ce moment, on ne sait pas trop s'il est au Soudan du Sud, au Congo, dans l'est du Congo, qui est toujours... Il roule pour qui? C'est devenu un chef de guerre. Il roule pour lui-même. Comme au Moyen-Âge, quoi. Oui, en fait. Exactement, c'est un seigneur de la guerre. Alors, bon, de moins en moins protégé, de moins en moins puissant, et donc de plus en plus faible. Mais il n'empêche que la LRA, l'armée de résistance du Seigneur, continue à semer la terreur partout où elle se trouve, partout où elle vit de prédation. Alors il est évidemment dans des trafics d'ivoire notamment. Enfin bon, tout lui est bon, enfin pour résister et pour faire, comment dirais-je, pour se sortir d'affaire, parce que il sait maintenant que il y a un certain nombre d'organisations internationales qui veulent absolument lui faire la peau et l'arrêter. Les Américains sont pas les derniers. Et puis j'imagine que s'il tombait en Centrafrique en face aux militaires français, il s'en sortirait assez mal. Enfin bon, mais pour l'instant, il résiste toujours. Et puis il change d'alliance. Tantôt il était avec les Soudanais musulmans, le Béchir, et tantôt il était avec les Soudanais chrétiens du Sud. Enfin bon, à chaque fois il s'est débrouillé pour s'en sortir. Écoutez, je vous remercie beaucoup parce que, en ce qui me concerne, j'ai découvert l'existence de cet homme en vous lisant, Patrick Pénaud. Je renvoie tout le monde au Maître de la Terreur, donc qui vient de paraître aux presses de la Cité. Et il n'y a pas de mot de la fin, il n'y a pas de morale à chercher, et surtout pas dans les histoires de ces personnages peu recommandables. Je vous remercie beaucoup. L'émission est terminée, on va retrouver Flavie Flamand dans un instant.